Un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Luc Sozoule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement appliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Commissaires de course, une émission pour les amoureux du cyclisme que vous pouvez retrouver désormais sur notre chaîne YouTube et également sur le site Vélo Club du Net. Alors moi c'est Max, alias Albator sur VCN. Et aujourd'hui, pour évoquer l'actualité du moment, nous avons réuni Baptiste, alias Allez la SSE. Bonjour à tous. Benjamin, alias Akayon. Bonjour tout le monde. Charles, alias Charlix. Salut à tous. Et Théo, alias TTU. Bonjour tout le monde. Et bonjour à vous, chers commissaires. Bien, aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous allons revenir sur les derniers jours de course écoulés sur ce Giro, à savoir sur les 3 dernières étapes. La situation s'est notablement éclaircie, grâce surtout à l'étape d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut dire que Yates est plus en rose que jamais? Qu'est-ce que vous en pensez, Benjamin, par exemple? Bien, non, je pense pas. C'est vrai qu'il est impressionnant, mais je me rappelle de la dernière mission où on avait dit, là on en parle, à terre trop posée, comme quoi on pense qu'il va pas tenir, et Baptiste avait notamment parlé des arrivées qui allaient lui convenir, comme celle d'aujourd'hui. Et même s'il est impressionnant, ça ne doit pas changer ce qu'on pense de lui. D'ailleurs, je pourrais même dire que, contrairement à l'Etna, où son accélération a laissé tout le monde sans réaction, cette fois-ci, lors de son accélération, déjà il a attendu les tout derniers mètres pour être sûr de l'emporter, et il n'a pas lâché tout le monde, notamment pas Thibaut Pinot, qui pourtant avait attaqué et avait suivi plusieurs attaques de Ciccone et également de Bozo Ivo. Non, je pense pas. Là, il devrait être dans des étapes où il prend du temps, il prend un coup de seconde, comme Pinot d'ailleurs. Non. Par contre, c'est Charles qui en parlait avant le début du Giro. On a vraiment affaire à un Giro pour le moment, par élimination. La faute à des coureurs qui n'attaquent pas forcément, que ce soit à cause des conditions climatiques ou à cause de frilosité. Tout le monde est encore un peu regroupé. Et voilà, donc non, pour moi, on peut pas dire qu'il est plus en rose que jamais. Chronométriquement, son écart sur le deuxième a quand même augmenté. Pas énormément, mais il y a quand même un peu plus d'avance. Alors c'est vrai que certains d'entre vous avaient dit que cette étape allait particulièrement lui convenir. Charles, ton avis là-dessus? Ouais, c'est vrai que c'était une étape qui lui convenait plus ou moins. Enfin, l'étape lui convenait pas plus que ça, je trouve, mais le scénario de l'étape lui convenait vraiment, où au final, sur une accélération comme ça, à moins d'1 kilomètre de la ligne, il n'y a pas beaucoup de coureurs sur la course qui lui sont supérieurs. Alors, concernant sa possible ou son hypothétique future victoire sur le Giro, je n'y crois toujours pas, car on n'a toujours pas abordé la haute montagne. Si jamais, après le chrono de la semaine prochaine, il est toujours en rose, là ouais, on pourra commencer à y croire, mais tant qu'on n'a pas abordé les grands cols du Giro, je reste sur mon avis de Simon Yates plutôt entre 5 et 10 que sur le podium. Pareil pour toi, Théo? Je serais pas aussi, j'aurais pas un avis aussi tranché que Charles. Il montre vraiment qu'il fait partie des meilleurs grimpeurs, et surtout, il montre vraiment que, avec Henao, ils sont tous les deux au niveau des meilleurs. Chavez. Effectivement. Chavez. Avec Chavez, pardon, désolé. Lapsus, je confonds les Colombiens. Je pense que je le vois quand même dans la course au podium, mais effectivement, pour la victoire, je reste circonspect. Mais je trouve que d'ailleurs, s'il avait dû, je trouve qu'en fait, presque paradoxalement, ces 3 derniers jours, en tout cas ce week-end, à Montevergine et à Sassoli-Italia, on aurait pu faire de Yates un vrai candidat à la victoire finale, et je trouve que c'est pas le cas. Je trouve qu'il a pas assez profité de ces étapes qui lui correspondaient vraiment bien. J'ai notamment été assez déçu à Montevergine, où j'ai lu que il était facile, etc. Mais mine de rien, c'était vraiment, le sprint, normalement, il doit le gagner, et il doit être devant Pinot, et même il doit gagner l'étape pour récupérer les bonifs qui vont avec, comme il l'a fait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, par exemple, effectivement, il n'a pas fait l'écart, et donc les secondes en plus qu'il avait pu faire à l'Etna.
Et je trouve que, évidemment, c'est un avis que j'ai qui est a posteriori, c'est-à-dire, j'attendais peut-être pas Simon Yates à ce niveau-là quand même, mais je trouve que, puisque maintenant il est à ce niveau-là, il a peut-être pas assez profité. Et qu'effectivement, d'ici 15 jours, ça peut baisser, et que quand il va falloir enchaîner les grands cols en 3e semaine, il regrettera peut-être, ou peut-être que d'ailleurs ça n'aura plus aucune importance parce qu'il sera relégué à plusieurs minutes, mais voilà, peut-être qu'il regrettera de ne pas avoir assez enquillé les résultats et les secondes à ce moment-là. Et j'ai envie de dire d'ailleurs, j'ai eu une révélation tout à l'heure dans le métro. En fait, il me fait penser à Joaquin Rodriguez. Il a ce côté où il arrive bien à suivre en montagne et je sais pas si vous vous rappelez Rodriguez sur le Giro 2012 notamment, il avait failli gagner comme ça. Il suivait dans un Giro un peu où tout le monde était de même niveau, on savait pas trop. Il y a eu plusieurs fois des étapes de montagne où on avait plusieurs coureurs qui arrivaient ensemble en tête sans arriver à faire d'écart entre eux. Et systématiquement, Rodriguez, il a fait sa petite attaque à la flamme rouge. Il prenait 10 secondes à tout le monde plus les bonifs. Et mine de rien, en faisant ça, il a presque gagné le Giro. Donc je me méfierais quand même de Yates en faisant ce parallèle avec Rodriguez. Mais Rodriguez, in fine, n'avait pas gagné le Giro. Je sais pas si ce parallèle que je fais vous plaît ou pas, il vous parle ou pas. Par contre, je sais pas ce que tu en penses, mais au-delà de Joaquim Rodriguez, est-ce qu'aujourd'hui, Simon Yates n'a pas couru pour gagner l'étape? J'ai vraiment eu l'impression que c'était, je me préoccupe pas forcément du général, je me préoccupe vraiment pour remporter l'étape. Ça pourrait coïncider à ça et à ce que je dis un peu depuis le départ, où chez chez Mitchelton, le vrai leader c'est Esteban Chavez. Pour vous, pour l'instant, la hiérarchie n'est pas encore claire entre les deux. D'ailleurs, est-ce que finalement doit s'établir une hiérarchie vraiment? Parce qu'après tout, ça peut fonctionner comme ça longtemps, non? Les choses se feront naturellement. On a déjà vu des tandems très forts marcher comme ça ensemble sur un grand coup. Là, il est trop tôt. Un autre, il y en a un qui va devoir se mettre à la planche pour l'autre, ce qui a pas été le cas encore. Comme aujourd'hui. Avec les Schleck, par exemple. Ça leur a pas beaucoup réussi, les Schleck. Ça leur a pas forcément réussi, c'est vrai. Oui, Théo, pardon. Non, mais je pense que la hiérarchie entre les deux se fera sur le long colonne, tout simplement. Je pense qu'il y aura pas rien sera défini avant, et après, s'il y en a un qui se détache vraiment, l'autre roulera pour lui, parce qu'ils ont quand même l'air de plutôt bien s'entendre. Puis il y aura le contre-la-montre derrière, donc le contre-la-montre, ça, je pense qu'il y aura de beaux écarts, notamment par le fait que Tom Dumoulin pourra sans doute taper un grand coup. Chris Froome, s'il est toujours là, il faudra qu'il reprenne du temps également. Donc on risque d'avoir de très gros écarts sur ce chrono. Donc, en tout cas, ça va être c'est que là, Oui, ce qu'on peut dire là sur les 3 jours, c'est que la cote de Yates finalement reste à peu près stable. Finalement, vous entendre. Il y en a certains, par contre, dans la cote. Alors, la cote, par rapport à ce qu'on avait dit à l'Etna, la cote n'a pas changé pour moi par rapport à ce qu'on a dit au soir de l'Etna. Par rapport au début à la veille du Giro, pour moi, si, elle a augmenté, bien entendu. Mais pas ces derniers. Sur les 3 derniers jours, effectivement, elle reste stable. Par contre, il y en a quelques-uns pour qui elle a beaucoup baissé. 2 notamment, je pense, sur lesquels on peut peut-être revenir quand même, Froome et Larue. Donc, je sais pas si l'un de vous veut intervenir spécialement sur... Oui, Théo, pardon. Oui, justement, sur Froome et Larue, la veille, le soir de Montevergine, j'ai vu et j'ai entendu pas mal de personnes penser que ils avaient pas l'air bien effectivement, mais qu'on avait raté une occasion de leur faire perdre beaucoup de temps. Et là, aujourd'hui, cette occasion, elle a été prise. Je crois que Froome termine à plus d'une minute 10 et Larue à plus d'une minute 20. Donc, même si c'est pas définitif, et à mon avis, ils sont sortis de la course pour la victoire. Peut-être un des deux pourra revenir pour le podium. Et surtout, je trouve ce qui est vraiment très inquiétant, c'est qu'il n'y a pas de progression pour ces deux coureurs depuis le Tour des Alpes. Alors qu'on voit des coureurs comme George Bennett, qui est un peu en recul sur le Tour des Alpes, qui a augmenté son niveau. Et Froome et Larue, ils n'ont pas du tout augmenté leur niveau et ça commence à faire long, quoi. Oui, Charles. Ouais, par rapport à ce que tu disais, Théo, je dirais même que Chris Froome, il est en régression. Il apparaissait plus fort sur le Tour des Alpes, même si la concurrence forcément était pas la même. Mais il était capable de produire des attaques, d'essayer de faire mal à ses adversaires, même s'il les a pas lâchés. Et là, c'est un peu le jour et la nuit. Tu disais qu'aujourd'hui, on avait profité de la méforme de Froome, mais moi, j'ai même pas trouvé qu'on ait plus profité que ça de la méforme de Froome. En fait, c'est Froome qui, tout seul, a sauté du groupe. À un moment, il était super bien placé, et on l'a vu reculer petit à petit pour
pour complètement exploser. Et je crois qu'il finit à un peu plus d'1 minute l'étape, mais moi j'ai pas vu de grosses attaques ou de trains vraiment qui s'enflammaient pour éliminer définitivement Froome. Non, les cadors ont commencé à accélérer, mais un peu plus tard, hein, pas tout de suite, pas quand Froome a été lâché tout de suite. Hein, ça a eu quelques centaines de mètres plus tard. Les premières accélérations, disons, dans le groupe là. Pour Froome, il faut se rappeler également qu'il est tombé, donc voilà. Juste avant le Giro, il est retombé hier. Donc ça n'arrange pas les choses, en effet. Par rapport au Tour des Alpes, je pense que le niveau a également progressé. Mais par contre, oui, c'est lui qui n'est pas, on va dire qu'il n'est pas au niveau, mais c'est pas les concurrents qui l'ont mis à la faute, parce que on s'en plaignait sur notre discussion pendant l'étape. Mon Dieu, mais que c'est possible pour assister à une vraie attaque. Il y a Ciccone, heureusement, qui est là, parce qu'il est valeureux, mais alors le reste, hein, mon Dieu, là pour le moment, c'est la peur au ventre. Et encore une fois, je me rappelle ce que dit Baptiste, les plus forts ne sont pas des gagneurs. On voit ça, ils ont peur de faire le premier mouvement. Bon, il y a Pinot qui attaque. Bon, est-ce qu'on peut parler de panache d'attaque à 1 km, 1 km 5 de la ligne? Mais pour le moment, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Hein, c'est lui qui attaque le plus. Voilà, à la décharge des coureurs, c'est vrai que la montée de Montevergine est très roulante, n'est pas réputée pour créer des éclairs mirobolants. Alors, justement, comme elle n'est pas réputée pour créer des éclairs mirobolants, peut-être qu'après le phénomène s'auto-entretient, ne serait-ce qu'à cause de la réputation même de la montée, ce qui fait que du coup, les coureurs savent que comme il n'y aura pas d'écart, ils n'ont pas envie de tenter, et ainsi de suite, le phénomène s'auto-entretient. Et de l'autre côté, pour ce qui est de la montée au Campo Imperator et aujourd'hui, j'ai entendu et j'ai lu aussi sur le forum qu'il y avait un fort vent de face pour les derniers kilomètres. Le fameux vent de face. Le retour du vent de face. Ça, c'est toujours génial. Okay. Mais la question que ce soit le sens de la route et le virage que l'on emprunte. Toujours très pratique le vent de face. Mais la question que je me pose et que vous posez certainement, est-ce que Froome est définitivement hors jeu pour la victoire? Alors, parce autant pour moi il l'est, autant Froome, je ne l'écarterai pas parce qu'il y a quand même le contre-la-montre où il peut se refaire de beaucoup si la forme revient un peu. Je l'exclurai pas totalement pour la lutte pour le podium. Par contre, pour la victoire finale, il a du retard. C'est pas qu'il a beaucoup de retard, mais c'est qu'il a du retard sur beaucoup de monde. Voilà, beaucoup de monde à dépasser pour pouvoir s'en trouver le premier. Tu peux pas exclure Froome, ne serait-ce que par son nom, par son palmarès. Après, est-ce que j'y crois? Non, mais... Honnêtement, moi, je ne suis pas surpris par le spectacle qu'on a depuis le début de ce Giro. Je pense que les coureurs ont fait ce qu'ils pouvaient faire avec ce parcours aussi. Peut-être à l'Etna encore, on aurait pu voir un tout petit peu plus, mais vraiment pas grand-chose. Moi, je suis pas surpris et ça m'étonne pas du tout que les coureurs comme Yates aient pu en profiter. Et du coup, j'ai envie de tirer aucune conclusion particulière sur les hommes forts, ceux qui pour l'instant se sont montrés forts sur ce Giro, parce que je pense vraiment que les hiérarchies entre eux sont pas du tout établies et que les 10-20 secondes prises de ci de là pèseront pas grand-chose une fois à Rome. En revanche, pour certains coureurs, il y a des signes qui sont inquiétants, c'est vrai. On a parlé de Froome et de Haru. Pour eux, clairement, les débours commencent à être importants. Et je suis d'accord quand on dit que Froome a déjà un peu de retard, pas forcément trop certes, mais peut-être sur trop de monde déjà. Et c'est vrai que je vois pas du tout Chris Froome inverser la tendance et d'un coup reprendre 3 minutes à tout le monde, y compris avec le contre-la-montre. Je vous signale qu'en Israël, le contre-la-montre, il n'était pas spécialement dans les meilleurs, quoi. Donc, j'y crois pas trop. Haru, n'en parlons pas. Et même Tom Dumoulin, qui est selon le titre, qui va certainement... Non, d'ailleurs, entre-temps, il y a le Zone Collab, mais qui en tout cas profitera du contre-la-montre pour bien se replacer au général. Peut-être être en rose à l'issue du contre-la-montre. Ça fait peu de doute qu'en tout cas, ce sera une journée qui sera positive pour lui. Je trouve qu'il est inquiétant sur ses premières arrivées au sommet. Il ne devrait pas être là où il est. Il ne devrait pas, sur une étape comme celle de Kansas Italia ce dimanche, perdre comme ça 15-20 secondes sur l'arrivée. C'est pas du tout des arrivées qui le défavorisent normalement. Et j'ai assez peur il soit en fait au bord que l'élastique se tende un peu trop pour lui et qu'il pète d'un coup. Ça m'étonnerait pas qu'il tienne et puis qu'à un moment en fait il prenne un quart d'heure comme ça sans qu'on l'ait vu venir, quoi. C'est possible parce que, comme tu dis, c'est vrai que sur une montée sèche, il est très fort. Et là,
déjà comme c'est poussif, quoi. Hein. Aujourd'hui, il prend 12 secondes en 400 mètres, c'est que c'est le signe qu'il était vraiment à bloc de chez bloc, quoi. À force, si je vous entends, par élimination, finalement, il ne reste plus beaucoup. Il y en a un qui est très bien, alors, non? Un petit de chez nous, là, je crois. Il a l'air bien placé, finalement, Pinot. Thibaut Pinot et... Parce que si tout cela, si tous ces coureurs-là, personne, finalement, n'a l'air au-dessus et que rien n'est fait, lui, il a l'air quand même bien solide au milieu, non? Thibaut Pinot est bien, mais il est 4e du général à 45 secondes de Simon Yates. Après, moi, je trouve, on l'a déjà dit un peu jeudi, donc je vais pas trop m'étendre non plus, mais je trouve qu'il court intelligemment, il va chercher les bonifs là où il faut. Après, si je devais résumer ça, je dirais que c'est l'occasion d'une vie pour Thibaut Pinot. Je le vois pas du tout capable de gagner plusieurs grands tours, et là, j'ai l'impression que les planètes sont un peu alignées. Après, à savoir si elles seront alignées pour lui, pour un Chavez ou pour un autre coureur, on verra, on fera le point dans 2 semaines, mais c'est l'occasion à pas louper, un peu comme Kruijswijk avait eu son occasion en 2016. Pour moi, c'est là ou jamais, quoi. Ouais, pour revenir sur ce que tu dis, globalement, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on avait dit avant le Giro qu'une des clés, ce serait la régularité. Et Pinot, c'est un des favoris les plus réguliers. Avec Pozzo Vivo aussi. Il fait pas trop de bruit, mais aujourd'hui, si Dumoulin perd 12 secondes, c'est en grande partie grâce à Pozzo Vivo qui décide dans les 500 derniers mètres, continuer son accélération, même s'il va se faire dépasser à la fin. Et j'aimerais juste revenir un tout petit peu sur Dumoulin. Ce qui est aussi inquiétant pour Dumoulin, c'est que normalement, dans sa trajectoire, dans sa construction d'un grand tour, c'est un coureur qui est très fort au début, qui grappille beaucoup de secondes avant d'avoir un peu du mal à la fin. On l'a vu sur sa Volta 2015, même sur son Giro de l'an dernier. En dernière semaine, il a été en difficulté. Et là, dès la première semaine, il est pas au-dessus des autres, tout simplement. Donc, est-ce qu'il a changé son approche, ou est-ce que tout simplement il est moins fort que l'an dernier? Personnellement, je penche plutôt pour la seconde option. Et c'est vrai que pour Dumoulin comme Haro et Froome, on avait parlé avant le début du Giro de coureurs qui peut-être étaient un peu en dessous en termes de niveau par rapport aux autres favoris et qui allaient monter en puissance au fil du Giro. Et très honnêtement, on en est à la 9e étape, donc quasiment à la moitié, même si évidemment le programme qui arrive est beaucoup plus copieux que celui qu'on vient de passer. On sent pas ça du tout. C'est très manifeste chez Haro et chez Froome évidemment, mais ça l'est aussi chez Dumoulin, je trouve. Même son chrono où il gagne en Israël, il est pas au-dessus du lot. Quand même, sur le chrono, un peu, quand même. Il va être de Nice d'une seconde, je crois, non? C'est vraiment une seconde. Puis les écarts avec les autres étaient pas non plus énormes. Quand tu vois un Pozzo Vivo, un Yates, tu vois une vingtaine de secondes. Sincèrement, moi, je rejoindrais un peu Baptiste là-dessus. Je m'attendais à un Tom Dumoulin beaucoup plus fort. On en a déjà parlé un peu jeudi, mais beaucoup plus fort, beaucoup plus conquérant en première semaine sur un parcours qui l'avantageait. Et je suis un peu déçu. Je vois mal comment il pourrait inverser la tendance. Disons que son chrono par rapport à là où il en était à ce moment-là est bon. Il fait un bon résultat. Mais par rapport à là où il aurait besoin d'être pour gagner ce Giro, c'est en deçà de ce qu'il lui aurait fallu. Totalement d'accord. Parce que concrètement, là, si on fait le point, Dumoulin, il a 38 secondes de retard sur Simon Yates. Il lui reste un chrono où il prendra 2-3 minutes maximum sur ses concurrents. Et du coup, ça le placerait 2 minutes maximum devant les autres, sachant qu'il y a un menu montagnard qui est absolument fou à la fin. Je vois mal comment il pourrait perdre que 2 minutes. Et Baptiste, tu voulais peut-être évoquer aussi le leader de chez Astana? Oui, parce qu'on voit beaucoup les Kazakhs rouler depuis le début du Giro, et on les a notamment vus ce dimanche vers Avanza Solitaria, et c'est sans doute la meilleure équipe de ce Giro, sans doute au-dessus même des Mitchelton. Mais j'ai envie de dire que l'Angleterre n'a pas forcément un diapason. Miguel Angel Lopez n'est pas passé à l'attaque ce dimanche, alors qu'on attendait tous ça. Et on attendait tout ça après le travail des Astana, évidemment. Et on s'attendait à ce qu'il tente de commencer à récupérer du temps. Mais mine de rien, il est assez loin, le Colombien. On le voit pas forcément monter en niveau en montagne. Alors, il n'est pas encore arrivé dans son terrain le plus propice pour qu'il fasse des écarts et qu'il fasse des démonstrations auxquelles il a pu nous habituer. Mais moi, je trouve qu'il commence à devenir un peu inquiétant. Et autant j'en faisais un peu mon favori au départ du Giro, autant je commence à me dire que il a pas l'air d'être en fait tellement au-dessus des autres. Et même si dans une étape comme celle du Finestré, il peut faire très mal à tout le monde, il reste aussi le chrono à passer où il va prendre un gros débours. Il y a des descentes où il peut partir à la faute comme il l'a déjà fait. Enfin voilà, je trouve que il est en deçà de ses temps de passage où il aurait dû être là pour viser même le podium final. Ça me paraît peut-être compliqué.
Du coup, il pourrait peut-être se faire, peut-être un autre Colombien dont on parlait moins avant le début du Giro qui pourrait en profiter, c'est Chavez. Je sais pas, Charles, je crois que tu voulais en parler. Et je trouve qu'il est pas mal protégé par les Mitchelton encore. Ouais, je voulais dire un petit mot sur Chavez, que je trouve qu'il évolue bien depuis le début de la course. On le disait un peu en méforme, mais un peu moins favori que les autres après son année 2017 blanche, quasiment. Et finalement, il est deuxième du général à une trentaine de secondes. Je trouve qu'il est idéalement placé et qu'il pourrait être la belle surprise finalement de ce Giro, d'autant plus que chez Mitchelton, on va pas en parler forcément beaucoup puisque c'est Simon Yates, son équipier, qui est premier, donc toute l'attention médiatique est concentrée sur lui, ce qui permet à Chavez d'évoluer tranquillement sans pression, et je pense qu'en haute montagne, il pourrait bien se révéler être une très belle surprise, et attention à ses adversaires de pas le laisser avec trop de liberté. Max, tu voulais en parler, je crois, aussi? Alors, non, pas vraiment en fait, mais je voulais rebondir sur ce que tu venais de dire par rapport aux mots révélé et surprise. Je pense que c'est peut-être justement le moment d'évoquer ça, les révélations et les petites surprises de ce début de Giro, ou les confirmations peut-être. Il y a quelques noms qui sont révélés, je pense, à l'occasion de ce Giro, que les suiveurs ne connaissaient peut-être pas forcément au départ de la course. Que je pense notamment à Ben O'Connor, qui pour l'instant réalise une solide performance. Je crois qu'il est encore toujours dans les 15 premiers du classement général, et sans la chute de Froome, il aurait été sûrement encore devant. Il se révèle bien plus performant que son obscur leader Louis Mentiès. Voilà. Après, la vraie surprise pour moi, c'est Richard Carapaz. Voilà. Parce que c'est quand même un mec, même si on connaît tous un petit peu ce coureur-là, on l'a vu évoluer, mais il est pro que depuis l'an dernier, et le voir gagner une étape sur le Giro en sortant en costaud et être 6e du général après la première semaine, moi je trouve ça vachement impressionnant. Si on m'avait dit ça au début, sincèrement, j'y aurais pas cru. Mais sur une étape envisageable, oui. Un top 10 en plus solide, c'est-à-dire que a priori, comme c'est parti, moi je ne le vois pas sortir du top 10, au contraire. Il y est, et je pense qu'il va y être jusqu'à la fin, voire peut-être encore améliorer légèrement son classement. Donc après, il va prendre un tir sur le chrono, mais c'est un coureur qui a l'air d'apprécier les finales tortueux, et du coup l'arrivée à Montevergine, c'était parfait pour lui. Un autre coureur qui, je pense, mérite de souligner la performance, c'est Jack Haig. Alors, il fait pas de performance au général parce que il travaille pour ses leaders, mais c'est pour l'instant le meilleur équipier du Giro, tout simplement. Et tout à l'heure, Baptiste, tu disais que les Astana avaient la meilleure équipe. Je suis pas d'accord. Je pense que Mitchelton avec Kreuziger et Haig, et même Nieve qu'on n'a pas encore trop vu, mais qu'on risque de voir dans la dernière semaine, ils ont vraiment l'équipe pour mettre tout le monde en fil sur l'école. Avec quelqu'un comme Haig qui arrive à mettre carrément effectivement des équipiers comme Kreuziger ou Nieve sur les ténoirs, c'est quand même effectivement une performance qu'il fallait souligner, je pense. D'ailleurs, on parlait de surprise, je remarque que la grosse cote de Baptiste est toujours dans le top 10. George. Bennett. Oui, mais bon, depuis que j'ai parlé de ça il y a 3 jours, ce sera peut-être Carapaz finalement mon vainqueur pour cette surprise. Non, mais on ne doit pas changer. On peut pas changer comme ça. Mais non, je reste sur mon pronostic du vainqueur pour cette surprise. Après, l'identité de la petite surprise, c'est jamais trop ce qu'on fait dedans. Mais... D'ailleurs, je te donne que Pélo Bilbao est toujours dans le top 10 également, si tu veux. C'est vrai. Mais il y a des surprises dans ce top 10, parce qu'on voyait aussi Denis un peu baisser en régime, mais au final, il est toujours 8e. Ouais, mais il perd petit à petit. Mais Denis, c'est pareil, sur le chrono, il va prendre du temps. Après, Denis, il finit aujourd'hui, il finit juste devant Froome, quoi, dans la route d'Alexandre Geniaz. Alexandre Geniaz qui est déjà le top 20. Oui. Mais Denis, sur les enchaînements de col, il va vraiment avoir du mal. Mais désolé de t'avoir coupé sur Geniaz, parce que même s'il a eu un début de Giro assez compliqué, lui vraiment, je pense qu'il a moyen de remonter dans la dernière semaine. Le top 10, c'est peut-être un peu juste, mais le top 15, quasiment assurément. Moi, j'y crois, Geniaz, pour le top 10. Il est en train de faire un Giro un peu comme en 2015, où il finit 9e. Et à la fin de la première semaine, en 2015, il était 19-20e. C'est un coureur qui sera plus à l'aise sur la fin du Giro et sur les enchaînements de col.
Il y a un coureur qui pourra avoir pas mal de regrets, je pense, c'est Davide Formolo. Le temps qu'il a perdu, là, on voit qu'aujourd'hui, il finit encore avec les meilleurs. Hier, c'était pareil. C'est 5 minutes. C'est la chute qui lui a vraiment fait perdre 5 minutes, parce que je trouve que c'était beaucoup juste à cause de la chute. Donc, j'avais tendance à mettre ça aussi sur le compte d'une méforme, voilà, d'un niveau insuffisant pour affronter l'Etna, tout simplement. Mais depuis, il s'est un peu refait quand même. Donc, si c'est juste 5 minutes perdues à cause de la chute, oui, il pourra avoir des regrets à la fin du Giro. On verra à quelle place il finira. Sinon, moi, je voulais attirer l'attention sur une surprise, puisqu'on a un pari en cours, là, avec Théo, sur le classement final du premier Katusha. Et je remarque que pour le moment, Théo, tu les as bien sous-estimés, notamment José Gonçalves, qui... Son équipe roule depuis que tu as parlé, que tu les voyais, que tu avais repris dans le top 50, il roule, il le replace, comme s'il visait le top 10. Non, il vise le top 30, mais pour le moment, il est 31e, mais rappelle-toi. J'ai fait des petites stats, il a terminé 25e à l'Etna. L'an dernier, le 25e de l'Etna, c'est Conti, qui termine plus au-delà de la 50e place au final, donc je pense qu'il va péter au Doncolan, j'ai pas d'inquiétude. Justement, peut-être pas s'attarder trop sur le cas de Gonçalves et de la Katusha. Bon, c'est bien qu'ils sont bien courageux de se battre pour cette 30e place. Donc là, pour la semaine à venir, je voulais avoir votre avis sur comment vous voyez les choses évoluer, sachant que le programme est plutôt, on va dire, léger en début de semaine et franchement indigeste et lourd pour le week-end. Bien, moi, tu vois, je vois une semaine qui pourrait ne pas être ce qu'on attend. C'est-à-dire que je ne vois pas tant de sprint. Parce qu'il y a des côtes juste avant l'arrivée. On va avoir des coureurs qui sont déjà fatigués avec les transferts, les étapes qu'il y a eu. On l'a vu, dès que ça accélère un peu, il y a beaucoup de lâchers. Par exemple, à Imola, je suis pas certain qu'on ait un sprint massif. Et attention à l'étape de mardi, avec un col d'entrée. Un col assez dur. Je sais pas quel temps il fera, mais même s'il y a peu de chances que ça arrive, c'est sur ce genre d'étape qu'il peut y avoir des coups comme l'Aquila en 2010, avec une gigantesque échappée qui renverse le Giro. Donc, sans forcément attendre quelque chose comme ça, attention à une échappée fleuve ce jour-là, le lendemain de la journée de repos, surtout si les sprinters explosent dans le premier col. Oui, on a une longue étape de 240 km avec un col d'entrée qui fait près de 15 km à 6-7%. Charles, pardon, oui. Ouais, je suis désolé, je vais être en désaccord avec vous. Mardi, j'y crois pas du tout. Enfin, il y a encore trop de monde en lice pour le général pour qu'on ait un scénario comme ça. La deuxième partie de l'étape, en plus, il y a quasiment pas de difficulté. Donc, je vois vraiment plus une échappée de 5-6 mecs qui prend le large tranquille que des bouleversements au classement général ou un mec bien placé qui se fait piéger. Là où il peut se passer quelque chose, pour moi, c'est mercredi à Osimo, il y aura des zones de bonification à aller chercher, je pense. Oui, l'étape qui a lieu sur les terres de Michele Scarponi se termine par une rampe assez difficile. Bon, il y aura des petits écarts, les bonifs en d'autres. Des bonifs importantes quand même, parce qu'on l'a vu depuis le début de la course, ça se joue à pas grand chose, donc aller chercher 10 secondes, 6 secondes ou 4 secondes, ou aller créer des petits écarts, on verra à l'arrivée, mais ça peut compter, ça serait dommage de se priver de ça en tout cas. Clairement, à Osimo, pour moi, c'est Simon Yates qui gagne. Ça, il va encore nous reprendre un peu de temps et les bonifs qui vont avec. C'est une arrivée pour lui, c'est une arrivée de punch type Tirreno Adriatico qu'on voit souvent sur la côte de Demer. Effectivement, mais en tout cas pour tous les favoris, ça sera important. Et ceux qui ont déjà perdu du temps, Froome, Haro, même Dumoulin, attention à pas reperdre encore 10-15 secondes dans ce final-là, ça peut arriver très vite. On a quand même un petit mur final avec des pentes qui sont je crois il y a 500 mètres à 12,5%, donc voilà, c'est pas rien. Je suis pas trop, je pense pas qu'il y aura des grands bouleversements sur l'étape de mardi, mais il y a quand même 240 bornes et un dénivelé positif de 4000 mètres, donc méfiance quand même, et surtout c'est une étape qui va, comme beaucoup d'autres depuis le début du Giro, peser dans les jambes et faire mal longtemps. Et sinon, je suis d'accord avec Benjamin, je pense qu'il n'y aura pas de sprint à Imola non plus, ou un sprint vraiment de costaud. Par contre, vendredi, c'est sprint, et surtout, on en a pas encore parlé, mais le week-end arrive avec le fameux Zoncolan samedi.
Doncolan et suite Zapata, donc 2 grosses étapes où là normalement les masques tomberont et on devrait vraiment en savoir plus. Pour l'instant, l'intérêt de ce Giro, c'est vrai, réside quand même encore en suspense parce que il y a bien 4-5 noms qu'on peut détacher vaguement, mais c'est tout. Et encore, on peut en rajouter encore d'autres. Donc c'est quand même assez rare à cette période encore presque arrivée à la moitié du Giro. C'est le point positif, parce que, bon, voilà, au nom du suspense, ça vaut le coup aussi de nous pondre à chaque fois des étapes, enfin, des étapes pas toujours très inspirées. C'est un autre débat. Oui, alors, ces 2 étapes-là, moi, bon, celle du Doncolan, je dirais presque, c'est presque trop de mettre des montées avant le Zoncolan, parce que, le Zoncolan, c'est comme un trou noir qui aspire le reste, quoi. C'est-à-dire que, les coureurs ne vont voir que ça. Ils vont se réserver, ne vont pas trop rouler, à mon avis, sur les 2-3 difficultés qu'il y a avant. Ouais, mais ça va toujours fatiguer les organismes. Si des mecs comme Froome et Dumoulin... 13e ou 14e étape, donc c'est quand même, elle est mieux placée que la dernière fois. Si des mecs comme Froome et Dumoulin sont moins bien, ça va fatiguer les organismes et ça peut accentuer les écarts, je pense. Ah, ça aussi, oui, ça peut jouer. Moi, ce que j'aime bien dans ces 2 étapes, c'est qu'elles sont très différentes. Oui. Effectivement, Max, tu le dis, le Doncolan, même s'il est précédé d'autres côtes, même si elles peuvent faire mal, ces autres côtes, évidemment, tout se jouera dans le Doncolan qui surplombe tout. C'est l'image du trou noir est assez juste. Et à l'inverse, l'étape de Zapala est une étape sans un col qui domine les autres, ou même peut-être le plus difficile est plutôt situé à bonne distance de l'arrivée, mais où quand même les difficultés s'enchaînent dans la suite. C'est pas de la plaine à la fin, il n'y a pas un espèce un autre trou noir qui, pour le coup, aspirerait tout le monde et ferait qu'il y aurait plus d'écart sur la ligne d'arrivée. Mais au contraire, comme ça, une succession de petites côtes, de petits cols, assez intéressantes dans les Dolomites, où les pentes sont quand même toujours assez difficiles. Et, c'est typiquement le genre d'étape boomerang aussi, au lendemain du Doncolan, qui peut faire très mal. C'est le genre d'étape qui aurait plu à un Nibali, par exemple. Et pour moi, c'est l'étape à suivre. Je pense que le seul regret qu'on peut avoir sur cette étape, c'est que ça se termine pas en descente. Oui. C'est un fait qui manque aux étapes de ce Giro. Oui, pour changer un peu par rapport aux autres étapes de montagne, ça aurait été effectivement pas mal. Ça dépend qui on supporte, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Oh, il descend plus si mal, si? Ouais. Mais par contre, pour changer de sujet, c'est bien que ces étapes s'enchaînent dans cet ordre et pas dans Tout à fait. Dans l'ordre contraire. Souvent, on aurait un montée Zoncolan le dimanche, le jour de repos, et vu que le Zoncolan, comme tout le monde se serait réservé sur l'étape voilà, avant. C'est ça. Là, c'est bien parce que montée Zoncolan, on sait qu'il n'y aura pas d'attaque avant, et il n'y en aurait pas eu même si c'était au milieu de 10 étapes de plat d'un côté et de l'autre. Mais par contre, on ne peut pas l'ignorer, le Zoncolan. Donc ça attaquera dedans, il y aura des écarts. Et le lendemain, avec la fatigue, Zapata, qui aurait été totalement oubliée par les leaders si elle avait été avant le Zoncolan, là, devrait permettre à certains de pouvoir se refaire, notamment avec la journée de repos le lendemain, et ensuite il y a le contre-la-montre. Donc pour certains, ça sera l'heure d'essayer en tout cas de prendre du temps. Donc en gros, vous prévoyez une semaine à peu près calme, entre guillemets, pour les leaders, jusqu'à donc, ce fameux week-end final. Alors si on devait s'avancer un peu avant de finir et se lancer dans les petits pronostics, votre podium, les gars, à 15 jours de l'arrivée. Ah là, je vous mets dans l'embarras pour rester poli. Max, ouais, tu veux commencer? Je commence? Là, pour l'instant, je vais dire Chavez, Pinot et Yates. Benjamin? Pinot, ça change pas. Devant Chavez. Et un 3, Carapaz. Théo? Ouais, Benjamin, il m'a plus ou moins piqué mon podium, mais du coup, je vais quand même essayer d'être original, donc je vais rester sur Pinot, Chavez, et je vais dire Sven Tuft pour la 3e place. Il a un peu de mal, mais je pense que il a l'expérience, il peut se refaire. Une échappée fleuve, alors. Exactement. Il prend 3 heures d'avance. Mais il est déjà sur le podium, mais, à l'envers. Et toi, Baptiste? Voilà, c'est ça. Je sais pas du tout. J'avais dit Bennett, donc on va rester sur Bennett. Puisque j'ai failli changer sur Carapaz, je vais dire Carapaz. Et en 3e, Pinot, ou Pozzovivo. Et moi, pour conclure, je vais rester sur Pinot. Ensuite, je vais dire Chavez, et Baptiste m'a convaincu, je vais dire Bennett en 3. Bon, on a quelques podiums assez originaux. On va voir si
si la prochaine fois il n'y aura pas des coureurs, si les podiums ne seront pas totalement changés, il y a des chances vu les coureurs qu'on a cités que si. La prochaine fois, ça va être attraper Sabada, donc effectivement, on risque d'avoir des pronostics peut-être différents. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose ou on peut clôturer? Non, je voulais juste dire qu'aucun d'entre nous n'avait cité ni Froome ni Dumoulin. Non. Pour Froome, ça se comprend, pour Dumoulin. Dumoulin, là, vous m'avez convaincu là aujourd'hui avec vos deux trois remarques sur les étapes qui. C'est vrai. C'est des étapes qui pour moi devaient bien lui convenir et qu'il aurait dû prendre du temps si ça avait été un grand Dumoulin, il aurait pris du temps. Bref. Bien, il est temps de clore ici notre émission. Le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Merci à vous tous pour nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser pouces bleus, questions et commentaires. On essaiera d'y répondre au plus vite. Et puis également un petit mot de la part de la rédaction à Daniel. Nous félicitons pour la naissance de son petit Bjorn. Voilà. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle émission des commissaires de course. Au revoir. Au revoir.